La France n'oubliera jamais ce qu'elle doit à l'Afrique. Ces mots, prononcés le 30 novembre 2014 par François Hollande au Sénégal, rendent officiel le fait suivant. Le sang a coulé en Afrique pour la France. Environ 200 000 Africains participent à la Seconde Guerre mondiale. En août 1944, Paris est libéré. En septembre, Lyon, Lille ou encore Montpellier. Fin novembre, Strasbourg est libéré. Mais dans le même temps, à plusieurs milliers de kilomètres de la métropole, à Thiaroye près de Dakar, des tirailleurs sénégalais cherchent à faire valoir leurs droits. Salutations curieux. Si vous jetez un œil au livre traitant de la décolonisation, vous remarquerez que le massacre de Thiaroye est souvent mentionné parmi les premiers troubles secouant l'empire colonial français. Si l'on suit une chronologie, arrivent ensuite les massacres de Sétif, les troubles en Indochine, puis les révoltes de Madagascar de 1947. Mais Thiaroye est différent. Sétif ou Madagascar explicitent leur volonté de changer les droits des peuples, parfois même l'indépendance. Mais pas Thiaroye. Alors comment, dans la mémoire, a-t-on pu transformer une mutinerie réprimée dans le sang en symbole de la décolonisation du Sénégal ? Loutar Thiaroye. Au XIXe siècle, les expéditions militaires françaises en Afrique de l'Ouest permettent à la France d'étendre son empire colonial. Dans l'actuel Sénégal, ces expéditions sont alors menées par un certain Louis Faidherbe, un homme qui vous est sûrement familier si vous êtes du nord de la France. En 1857, il décide de fonder un corps de militaires issus de troupes coloniales, les tirailleurs sénégalais, qui viendront alors constituer ce que l'on nomme à l'époque la Force Noire. Mais avançons quelque peu dans le temps. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la France libre se réunit autour de Brazzaville, puis d'Alger. Les troupes coloniales constituent alors un point d'appui privilégié pour les forces françaises libres. En 1942, au cours de la bataille de Bir Hakeim, la première brigade française libre, dirigée par Koenig, affronte l'Afrika Korps de Rommel et les forces italiennes. Sur les 3700 soldats et combattants, la moitié vient des colonies. En 1943, 43% des forces françaises libres viennent de l'Afrique équatoriale française. Pendant ce temps, des milliers de tirailleurs sénégalais sont faits prisonniers des camps allemands, parfois pendant 4 ans. Lan moo xewoon. À l'automne 1944, l'État français cherche à faire rapatrier des tirailleurs sénégalais prisonniers de guerre en Allemagne vers Dakar. À ce moment, plus de 300 tirailleurs manifestent dès le départ à bord du Circassia, un bateau anglais chargé d'accomplir le rapatriement. D'autres font de même lors d'une escale à Casablanca. La raison ? L'autorité militaire n'a pas réglé la totalité de leurs soldes. Ceux-ci avaient en effet droit au règlement de celle-ci pour les 4 années de guerre écoulées, ainsi que d'une prime de démobilisation. Le 28 novembre, les tirailleurs, rapatriés vers Bamako, décident de revendiquer leurs droits devant le général Dagnan. Mis sous pression, ils mobilisent de nouvelles forces pour se protéger de ces nouvelles revendications. Dagnan envoie un télégramme à Paris le 30 novembre. Dans un camp militaire proche de Dakar, à Thiaroye, environ 1280 tirailleurs sénégalais manifestent contre la politique des autorités françaises. Le 1er décembre 1944, à 5h30, la répression se prépare. Plus de 1200 soldats sont dépêchés pour contenir les manifestations de tirailleurs. À 7h30, le bataillon du général Pongeant encercle le camp et sécurise le dépôt de munitions. On demande aux tirailleurs non payés de se rendre au poste de surveillance. Certains refusent. À 9h20, alors que des centaines de tirailleurs sont réunis sur une des esplanades du camp, un général demande aux plus récalcitrants d'évacuer. Dernier avertissement, on fait signe par radio à Dagnan. Feu. 10 à 15 secondes. C'est le temps qu'a duré la salve de tir. Plus de 508 cartouches tirées sur des soldats sans défense. Chiffre officiel, 35 morts, 35 blessés. Le rapport Dagnan, publié 4 jours après le massacre, fait état de 24 tués et de 46 blessés, morts plus tard de leurs blessures. Soit, au total, 70 morts. Thiaroye se déroule à quelques kilomètres de Dakar, capitale de l'AOF. On craint la contagion. Les rescapés sont rattrapés et contraints de défiler dans la ville de Dakar pour humilier ceux ayant défié l'autorité. Le procès ne dure que 2 jours. On souhaite faire de ces hommes inculpés pour rébellion des exemples. L'avocat des prévenus, un certain Lamine Gueye, futur maire de Dakar, président de l'Assemblée du Sénégal et député français. Thiaroye ak Kheloum. Avant de poursuivre, je pense qu'il est nécessaire de définir ce qu'est la mémoire. La mémoire, en sciences sociales, désigne la présence d'un passé dans une société. Pour mieux comprendre ce concept, prenons un exemple connu de tous, Jeanne d'Arc. Ce personnage historique peut être alors étudié selon plusieurs angles et plusieurs temporalités. On peut ainsi faire l'histoire militaire ou religieuse de Jeanne d'Arc, mais aussi à travers la mémoire, étudier ses représentations dans les sociétés. Vous comprendrez tout à fait qu'aujourd'hui, Jeanne d'Arc a dépassé le cadre du XVe siècle pour devenir un véritable symbole, une légende, un objet de mémoire. Fille de la République, sainte religieuse, résistante nationaliste face à l'envahisseur anglais, etc., etc. Et quant à la notion de mémoire collective, celle-ci désigne les différentes politiques mémorielles menées par les États eux-mêmes. Étudier la mémoire de Thiaroye, c'est comprendre comment, dans la société sénégalaise, l'événement fut lui-même invoqué, transformant la répression d'une mutinerie de tirailleurs en une date marquante de la résistance sénégalaise et africaine à la colonisation. Le 6 juin 1947, Lamine Gueye fait publier une lettre ouverte de Léopold Sédar Senghor au président de la République. Il y demande l'amnistie des tirailleurs condamnés afin de préserver les bonnes relations entre la métropole et les colonies. Quelques jours plus tard, l'annonce de la libération des tirailleurs de Thiaroye unifie le camp politique sénégalais. Dans les années 1950, le désir d'indépendance au Sénégal grandit, et pas qu'au Sénégal. La France est alors embourbée dans le conflit algérien, et la 4ème République change sans cesse de gouvernement. Le général de Gaulle revient au pouvoir. Lorsque celui-ci se rend à Dakar, en août 1958, Thiaroye revient. Le sujet est invoqué par les indépendantistes.
Tiaroy Boutchitop Indépendance. Le 22 août 1960, la République du Sénégal est proclamée. Commence alors une lutte entre les deux hommes forts du pays, Léopold Sédar Senghor, président de la République, et Mamadou Dia, responsable du gouvernement. 2 ans plus tard, Mamadou Dia est condamné au bagne pour tentative de coup d'État. Senghor gardera son poste pendant 20 ans. Tiaroy devient alors une référence pour des groupes politiques de gauche, réprimés par le président Senghor, critiqué pour sa politique en faveur de l'impérialisme français. Des pièces de théâtre et des films sont réalisés, entraînant parfois d'importants travaux historiques. En 1976, Senghor fait changer la constitution. Désormais, en cas de vacance du pouvoir présidentiel, le Premier ministre peut prendre le pouvoir. En décembre 1980, Abdou Diouf active cet article suite à la démission de Senghor et devient le 2e président de la République du Sénégal. Il cherche à se séparer de la ligne promue jusqu'alors par Léopold Sédar Senghor. En 1987, il donne à l'université de Dakar le nom d'université Cheikh Anta Diop en hommage à cet historien spécialiste de l'Égypte antique. Il fait également financer par l'État le film d'Ousmane Sembène et Tierno Fatisso, Camp de Tiaroy. Les militaires morts à Tiaroy s'inscrivent alors désormais dans une histoire plus grande, celle des grands résistants africains, et s'insèrent dans l'histoire de la lutte anticoloniale. Boutchitop. Le 1er avril 2000, Abdoulaye Wade remporte les élections présidentielles contre le président sortant avec 58% des voix. En 2004, il met en place la Journée du Tirailleur, célébrée le 23 août. Désormais au Sénégal, tout le monde connaît Tiaroy, qui devient le symbole de l'histoire des tirailleurs sénégalais. Pour ce faire, un décret est signé le 8 septembre 2004 par le Premier ministre de l'époque, Macky Sall. Celui-ci fait du cimetière de Tiaroy un cimetière national, et le 23 août de chaque année, le Premier ministre doit y déposer une gerbe de fleurs. Le sujet de Tiaroy dépasse le Sénégal. Ailleurs en Afrique, le sujet prend lui aussi de l'importance. En 2001, Alpha Oumar Konaré, président du Mali, inaugure un monument commémoratif aux tirailleurs de Tiaroy à Bamako. Mais revenons au Sénégal. Le 2 avril 2012, Macky Sall, ancien Premier ministre, est élu président. Au contraire de ses prédécesseurs, celui-ci investit moins la politique mémorielle. De plus, le président français reconnaît la responsabilité de l'armée française dans la répression armée. Mais dans les prises de position officielles sur l'événement, le terme de massacre n'est pas employé. Aujourd'hui, ces archives ne sont toujours pas rendues disponibles aux chercheurs. La question du lieu où ont été enterrées les victimes du massacre reste non résolue, et le bilan reste encore aujourd'hui difficile à établir. Une chose est sûre, c'est que les sources militaires ont été modifiées. La mémoire de Tiaroy a ainsi dépassé le cadre du Sénégal. De la mort de plusieurs dizaines de tirailleurs non loin de Dakar, l'événement est devenu le symbole du départ des troubles de l'empire colonial français. Au fil du temps, Tiaroy est devenu un événement s'inscrivant dans la suite de figures résistantes à la colonisation française en Afrique. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, les liens de toutes mes sources sont dans la description. Cette vidéo aurait été impossible à réaliser sans le superbe ouvrage de Martin Moore. Je vous encourage à le lire si le sujet vous intéresse. En tout cas, je vous dis au revoir curieux.